vous voulez, mais pas plus. Ah ben voilà, du coup, enregistrement a démarré. Donc, ça fait toujours très étrange de parler à son écran d'ordinateur. On va quand même essayer de faire quelque chose d'intéressant. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est essayer de transformer votre regard sur la route. Transformer votre regard sur la route en essayant de vous donner quelques outils, quelques informations qui vont vous permettre de comprendre son fonctionnement et surtout de comprendre les dégradations que l'on trouve en grand nombre sur nos routes, principalement en cette saison, principalement au sortir de l'hiver, pour le peu qu'on ait un hiver avec du gel, ce qui n'est pas encore vraiment le cas cette année. Et donc, si à la fin du cours, cet objectif est atteint, si vous me dites, ben, finalement, j'ai découvert des choses, finalement, j'ai appris des choses, je comprends mieux le monde de la route, eh bien, je serai content que cet objectif soit atteint. Alors, le cours de route est un cours essentiellement technologique. Il y a des parties de cours qui sont très mathématiques, pour celui qui veut faire du dimensionnement vertical de la route, donc calculer les différentes épaisseurs de la chaussée ou des couches de la chaussée et relier ça avec la portance du sol et avec le trafic. Là, il y a moyen de vraiment faire des mathématiques très poussées, avec des systèmes d'équations assez complexes, assez ardus à résoudre, mais ce sont des méthodes qui sont réservées vraiment à des spécialistes et du domaine de la route et des mathématiques, ce que nous ne sommes pas vraiment. Et donc, nous resterons plutôt sur des méthodes de dimensionnement basées sur l'expérience et fondées sur des essais et sur des années et des années de dimensionnement des chaussées. Alors, n'hésitez pas, si vous avez une question, soit à lever la main dans la réunion Teams, soit à allumer votre micro et à poser votre question. Si vous avez un exemple, si vous avez envie de parler d'une situation particulière que vous connaissez, n'hésitez pas. J'aime bien avoir ce genre de dialogue avec vous dans ce cours de route et infrastructure routière. OK. Donc, on a normalement 1h30 de cours, c'est ça, aujourd'hui? Oui, c'est ça. Oui. Donc, on est censé finir pour 4 heures. Vous avez un cours qui suit? Oui. Oui. Donc, si jamais vous voyez, enfin, vous me connaissez, hein, si jamais vous voyez que l'heure se rapproche et que je n'ai pas envie d'arrêter ou que j'oublie d'arrêter, ce qui peut quand même arriver, n'oubliez pas de me faire signe qu'il est l'heure. Mais aujourd'hui, ça ne devrait pas être le cas parce que j'ai une autre réunion qui suit le cours, donc je serai probablement à l'heure. Allez, nous sommes partis. Je vais essayer de me retrouver dans tous mes écrans. Voilà. Donc, tout d'abord, avant de commencer le cours, une petite information sur ce que vous allez trouver sur Claco. Donc, faites bien attention, il y a normalement les constructeurs et les géomètres. Faites bien attention que vous soyez tous inscrits sur le même cours, qui est le cours de génie civil des constructeurs. Donc, les géomètres doivent se retrouver dans ce cours-là pour la partie route. Il n'y a normalement ni document, ni étudiant inscrit dans le cours RO4T, qui est le cours donc des géomètres. Voilà, ça c'est un petit détail administratif pour le fonctionnement de Claco. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans Claco? Eh bien, vous allez retrouver les 5 dossiers que vous voyez à l'écran, un dossier avec les slides de 2017
Et puis, un peu plus à droite, vous voyez slide de 2020. Ce sont des slides qui ont été mis à jour l'an dernier. Il y aura peut-être des mises à jour cette année en 2021. Donc, si vous aimez imprimer les slides pour venir au cours, n'imprimez pas tout le cours, n'imprimez pas trop à l'avance. Il se peut qu'il y ait des mises à jour, comme je viens de le dire. Ensuite, vous avez un répertoire qui s'appelle Caliroute 2017. C'est votre syllabus, 1500 pages recto verso. D'habitude, les micros se rallument, mais je vois que ça va. Vous êtes d'accord avec la taille du syllabus. Caliroute 2017, il s'agit en fait du cahier des charges de la région Wallonne, décrivant l'entièreté des travaux que l'on peut faire, que l'on peut exécuter pour construire une chaussée ou pour faire des réparations sur une chaussée existante. Tout n'est pas dans le dossier qui est là. Vous pouvez trouver le cahier de charge complet gratuitement sur Internet, sur le site de la région Wallonne. Ne passez pas votre temps à tout télécharger. Il y a beaucoup de chapitres dont vous n'aurez pas besoin pour ce cours-ci. Et je ne vais évidemment pas avoir les 1500 pages dans les 20 et quelques heures de cours qui nous attendent. Ça va ? Donc, vous trouverez là les chapitres les plus importants, principalement ceux concernant les revêtements et les différentes couches, fondation, sous-fondation, les essais principaux en relation avec ces différentes couches. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a là dans le dossier. Dans un troisième dossier appelé documentation, vous allez trouver quelques articles intéressants sur des matériaux utilisés dans le domaine des routes, sur des grands travaux qui ont été exécutés. Il y a notamment un article sur les travaux du nouveau ring d'Anvers qui a été construit il y a 5-6 ans, je pense. Il y a également un article sur les travaux de l'autoroute Namur-Luxembourg, donc la E411, et l'autoroute Liège-Arlon, la E25, qui ont été réparés de manière fort importante. Beaucoup de kilomètres carrés ont été réparés. Voici, je dirais, une dizaine d'années. Et donc, à côté de ces deux articles-là, vous allez trouver d'autres petits articles documentaires. Ben voilà, si vous avez envie de vous plonger un petit peu dans ce qui existe dans le domaine routier, dans ce qui s'est fait de grand et de significatif ces dernières années, eh bien voilà, vous pourrez trouver là un peu de documentation. Quels sont les objectifs de ce cours? J'aimerais vous parler des principaux aspects de la conception du tracé des routes, des principaux aspects du fonctionnement et du dimensionnement des structures routières, parler des matériaux. Il y a un matériau qui va être nouveau pour vous, c'est l'enrobé hydrocarboné, c'est l'enduit superficiel. Hein, on connaît tous le béton, mais il n'y a pas que ça pour faire des routes. Vous parlez également, comme je le disais en introduction, des mécanismes de dégradation des chaussées. Alors, quand on est face à un projet routier et qu'on part d'une feuille blanche ou d'une carte blanche sur laquelle on doit dessiner une chaussée, eh bien, il y aura toujours quelques préliminaires à satisfaire. On va s'intéresser à l'équilibre d'un véhicule sur la chaussée. Qu'est-ce qui se passe dans un virage? Qu'est-ce qui se passe dans une ligne droite, mais dans une route présentant un dévers, c'est-à-dire une pente transversale, dirigée du centre de la route vers les filets d'eau. On va parler plusieurs fois de critères de confort et de sécurité. Critères de confort, c'est par exemple pour éviter qu'en haut d'une côte, le rayon de la route ne soit trop petit et vous laisse une sensation de malaise, de haut le cœur à l'intérieur du véhicule. Critère de sécurité, c'est évidemment pour que le véhicule garde son cap et ne sorte pas de sa trajectoire. Et pour répondre à ces critères de sécurité, on va devoir décrire les paramètres d'adhérence du véhicule sur une chaussée et on va devoir faire des essais de frottement, de détermination de coefficient de frottement du pneu sur la chaussée. Donc vous voyez, finalement, c'est un autre monde. On sort un peu de notre zone de confort avec nos poutres, nos colonnes, notre pelle carré sur 8. J'avais l'habitude de dire
en troisième dans le cours d'éléments de projet que l'ingénieur était un conducteur de charge, eh bien, cette fois-ci, j'ai envie de dire que l'ingénieur routier sera un répartiteur de charge à l'intention des conducteurs de véhicules. Répartiteur de charge, parce que le principe de fonctionnement d'une structure routière, du point de vue vertical, est de partir d'une charge relativement ponctuelle, le pneu d'un camion par exemple, et de répartir cette charge sur un sol qui, en général, n'est pas suffisamment porteur tout seul que pour permettre aux véhicules, aux camions de circuler. On parle bien sûr ici de camions ordinaires et pas des 4x4 qui font Paris-Dakar. Rapidement, une route est déterminée au moyen de plusieurs plans. Il y a en premier lieu le plan terrier. C'est celui sur lequel, si vous voulez, on dessine l'itinéraire de notre chaussée, de notre projet. C'est une succession d'alignements droits et de courbes entre lesquels nous allons retrouver des raccordements circulaires, mais aussi des raccordements d'une autre nature que le cercle. Il y a des paraboles, il y a des spirales, dont nous reparlerons plus en détail. Le deuxième type de plan, c'est le profil en long. Le profil en long, c'est une coupe verticale un peu particulière dans le sens où elle s'effectue suivant, non pas un plan de coupe, mais suivant un plan gauche, donc un plan qui tourne en suivant, on se comprend un plan qui tourne, hein, donc une surface plutôt gauche, hein, donc une surface qui ondule le long de l'axe de la chaussée. Ce profil en long permet de dessiner les déclivités et permet de dessiner ou d'étudier notamment le problème des points de passage obligés, comme les carrefours, les ponts, en respectant les tirants d'air, les tirants d'eau lorsque vous passez au-dessus d'une rivière, les gabarits des véhicules, permet de s'intéresser aussi aux écoulements des eaux, en étudiant les points bas, les possibilités d'évacuation des eaux de pluie dans les points bas. C'est tout le problème de l'assainissement et de l'égouttage. Vous avez déjà normalement entendu parler de profil en long, si vous avez fait des petits projets dans le cours d'assainissement, qui, sauf erreur de ma part, se donnait au premier quadrille. Troisième type de plan dans le domaine de la route, ce sont les profils en travers. Et donc, ces profils en travers, ce sont des coupes transversales de la chaussée, perpendiculaires à l'axe longitudinal de la chaussée. Sur ces profils en travers, on va généralement retrouver tous les détails importants en ce qui concerne l'aménagement des bords de la chaussée. Vous allez retrouver par exemple les éclairages, les trottoirs, les pistes cyclables, les bandes d'arrêt d'urgence, les éventuelles barrières de sécurité métalliques ou en béton. Et vous allez retrouver également la position, en tout cas la profondeur des tuyaux d'égouttage, ainsi que l'indication de l'emprise des talus et de la pente des talus, qui est fonction du sol dans lequel vous allez évidemment creuser le déblai ou le remblai de votre chaussée. Alors, une route n'est pas toute seule, une route est coincée entre un sol et un trafic. Et donc, pour réaliser les dimensionnements de la chaussée, on va devoir s'intéresser à la caractérisation du sol, à sa portance, et on va devoir s'intéresser au trafic qui circule sur la chaussée. On verra vite qu'il faut plusieurs millions de voitures légères, de voitures personnelles, pour solliciter autant qu'un seul camion qui circule sur une chaussée. Et donc, caractériser le trafic, ça veut dire qu'on va devoir déterminer un nombre de camions par tonnage d'essieu. On va devoir faire, si vous voulez, un spectre, mesurer un spectre de trafic et dire il y a autant de petites voitures, autant de motos, autant de grosses voitures, autant de petites camionnettes, autant de petits camions, autant de gros camions, etc. pour pouvoir associer la fréquence de ces véhicules et le tonnage paressieux
de ces différents véhicules aux dégradations qui peuvent se produire sur une chaussée. Une chaussée, c'est différentes couches et c'est surtout des revêtements. On abordera les revêtements hydrocarbonés, les revêtements en béton, les revêtements en pavé, les couches de fondation et de sous-fondation, et on essaiera de parler, comme je disais tout à l'heure, du dimensionnement vertical empirique, hein, donc basé sur l'expérience des concepteurs de chaussées. Le domaine des routes est un domaine essentiellement public. Qui dit public, dit marché public et dit contrôle de ces marchés. Et donc, pour accepter un chantier, pour libérer les montants à payer aux entrepreneurs, il faudra qu'il y ait des contrôles de qualité sur les chaussées. Et pour faire ces contrôles, il y aura des essais que nous décrirons brièvement également. On parlera des défauts des chaussées existantes et dans la mesure du possible, pour ces défauts, on essaiera de décrire les moyens de réparation et d'entretien des chaussées, pour le moins que les défauts ne soient pas trop importants et ne nous obligent pas à faire une réparation complète de la chaussée. En fonction du temps disponible, on parlera d'aménagements particuliers comme les carrefours, les giratoires et les ralentisseurs de trafic, avec en priorité les ralentisseurs de trafic parce que ça pose des problèmes de durabilité. Vous avez déjà tous circulé sur ces plateaux destinés à ralentir le trafic et vous avez déjà tous remarqué que sur la rampe d'accès et sur la rampe de sortie et sur le plateau en lui-même, il y a de nombreuses dégradations. Et donc, on essaiera de faire un petit vadémécum de ce qu'il est bien de faire et de ce qui n'est pas bien de faire avec ces ralentisseurs de trafic. Si on a le temps, on abordera un petit peu les giratoires, parce que là aussi, on constate des dégradations, surtout quand les giratoires sont en hydrocarboné. En fait, quand un véhicule lourd ou léger, hein, mais surtout les véhicules lourds, tourne dans un giratoire, la vitesse est faible mais significative quand même. On est aux alentours d'au moins 50 km/h pour les grands axes, pour les grandes routes. 50 km/h, mais dans des rayons relativement petits. Ça veut dire que ça entraîne un déséquilibre du véhicule. Il y a plus de poids sur les roues extérieures des camions, par exemple, et ce surcroît, cette augmentation du poids sur une roue va engendrer des dégradations accélérées du revêtement des giratoires. Donc là, on va être face principalement à un problème de dégradation dû à des efforts tangentiels sur le revêtement. Dans une route, il y a normalement l'étude des couvertures. On doit étudier les remblais et les déblais. Et si on doit faire les deux, des remblais et du déblai, il faut également décrire ce qu'on appelle le mouvement des terres, c'est-à-dire l'endroit où vous allez évacuer vos déblais excédentaires et l'endroit où vous allez acheter vos remblais dont vous aurez besoin pour combler une petite vallée, par exemple, pour y faire passer une route sans être obligé de construire un pont. Alors, ces parties de cours ne font plus partie du cours de route, mais ont été transférées dans le cours de procédé d'exécution sol que vous avez normalement cette année en Q2 avec Monsieur Rocroix, si je ne me trompe pas. Une chaussée se dégrade essentiellement en présence d'eau et lors des périodes de gel-dégel. Donc on essaiera de parler un peu de ces problèmes de gel-dégel et d'entretien hivernal liés à ces problèmes. Et on essaiera de parler de l'influence du gel sur le dimensionnement vertical des chaussées. Et enfin, nous nous rencontrerons en fin d'année pour une formalité qui s'appelle un examen.
Cette année, vous savez qu'avec les circonstances Covid, on ne sait pas encore trop maintenant comment se déroulera l'examen fin du mois de juin. Est-ce que ce sera présentiel? Est-ce que ce sera distanciel? Eh bien, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Mais l'examen sera constitué d'un thème à présenter. Donc, je ne vous demanderai pas une question précise, ciblée sur un des chapitres du cours. Je vous demanderai d'avoir un esprit de synthèse et un esprit d'analyse face à un problème que je vous poserai. Le style de problème que je pourrais vous poser, c'est, voilà, vous devez créer une route reliant un point A à un point B en passant dans tel terrain. Je vous donne les informations, évidemment, concernant le point de départ, le point d'arrivée et les terrains que vous traversez. Soit je vous donne un extrait de carte, soit je vous donne une photo ou des photos, soit je vous donne une description. Et sur base de ces hypothèses, je vous demande de conseiller, de me conseiller, c'est comme si j'étais votre client, je vous demande de me conseiller, d'opérer un choix de tracé ou de structure de route, de me le commenter et de le justifier par rapport à votre sensibilité, par rapport à vos connaissances, par rapport à votre, comment dirais-je, votre maturité, votre aisance, par rapport à la matière qu'on aura vue ensemble. Voilà. Donc, c'est un examen de bon sens, basé sur vos connaissances du cours, mais en aucun cas un examen de par cœur. D'accord? Ensuite, je vous propose des photos, enfin une ou des photos, à me commenter en live, en direct, lors de l'examen. Donc, je vous montre une photo. Vous avez quelques dizaines de secondes pour l'observer et puis me faire un petit rapport. Tiens, voilà, je dois faire de l'expertise routière, je suis face à telle situation. Sur cette photo, je vois ça, 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 ça et ça. Il y a des fois, il y a une chose à voir, il y a des fois, il y en a 5. Ça varie un petit peu des photos suivant les photos que je vous propose. Ça va? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions donc par rapport à ce que je viens de vous annoncer comme programme, par rapport à ce que je viens de vous proposer comme petit rendez-vous de fin d'année du mois de juin? Non, c'est parfait. Pas de questions pour le moment? Allez alors. Voilà. Eh bien, j'espère qu'avec ce planning, vous suivrez la route et vous choisirez bien sûr le bon itinéraire. Hein. Et je vous propose de commencer par un petit historique du monde de la route. Alors, le monde de la route, c'est très très vieux. On pourrait dire que ça a commencé bien avant l'invention de la roue, parce qu'avant l'invention de la roue, il y avait des transhumances d'hommes et d'animaux sur des chemins, sur des sentiers qui ont été façonnés par le pas des animaux et le pas des hommes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de route à ce moment-là? Moi, j'ai envie de dire, on peut parler d'itinéraire à ce moment-là, mais pas vraiment parler de route. Ces premières traces, ces premiers sentiers, c'est simplement suivre un terrain naturel et c'est rarement apporter quelque chose au terrain pour qu'il soit plus praticable. Et donc, on a coutume de dire que l'histoire de la route ou que la naissance de la route correspond au moment où l'homme a mis ses mains dans les travaux, au moment où les mains de l'homme ont façonné le relief ou la nature du sol pour aménager des itinéraires. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez vieux. On remonte là jusqu'à 1000 ou 2000 ans avant Jésus-Christ. Hein, on remonte là chez les civilisations égyptiennes, chez les civilisations orientales, qui étaient précurseurs dans le domaine de la chaussée. Ensuite,
on arrive assez vite à l'époque romaine. Bah, l'Empire romain, empire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, ça veut dire conquête. Conquête de nombreux pays, de nombreuses zones. Il faut aller vite et loin pour conquérir ces terres, et il faut surtout les sécuriser. Et donc les Romains ont inventé toute une série de techniques routières pour assurer ces conquêtes et pour assurer le déplacement des troupes. Phénomène qu'on va retrouver des dizaines de siècles plus tard, notamment au début du XXe siècle. Alors les Romains, vous l'avez certainement vu dans vos cours durant vos humanités, les Romains ont inventé énormément de choses, et ils ont inventé notamment ce qu'on voit ici sur le dessin, hein, d'avoir un fond de route, qu'on appelle un fond de coffre, qui est solide, qui est bien plan, qui est bien damé, sur lequel les ouvriers vont venir poser des bordures, donc des éléments de stabilité latérale, pour éviter que sous l'effet du trafic, les matériaux constitutifs de la chaussée ne glissent vers les côtés de la chaussée. Et en plus de ces matériaux et de ces bordures latérales, ils vont paver leur chaussée avec des grandes pierres plates pour assurer une certaine planéité. Eh bien, vous verrez que ce principe est toujours d'actualité aujourd'hui. Évidemment, les matériaux ont changé, il y a pas mal de détails qui ont changé. Les Romains utilisaient des matériaux qui n'étaient pas liés, pas de ciment, pas de chaux, pas de bitume, rien du tout. Et actuellement, on utilise bien sûr des matériaux qui sont liés, mais les charges que nous transportons maintenant sont bien sûr beaucoup plus lourdes que celles des Romains. Un petit dessin pour illustrer la route romaine, pour illustrer ce à quoi avaient pensé les ingénieurs romains de l'époque. Donc on voit très bien en numéro 1 ici le fond de coffre. Donc le fond de coffre, c'est la partie inférieure de la chaussée qui a été nivelée, qui a été compactée, nivelée avec un matériau fin comme du sable. Sur lequel on est venu poser la couche numéro 2, qui est une couche de pierre liée avec, on appelle ça un mortier, mais c'est un mortier sans liant. Et puis vous avez l'empierrement, et puis vous avez les pierres de revêtement. Et remarquez dans ce dessin que les Romains avaient inventé les trottoirs. Il y a les bordures, ça n'est pas représenté ici, mais normalement il y a des pierres plates également là dans les villes, en tout cas, peut-être pas dans les campagnes, mais dans les villes, il y a des pierres plates. Donc, ils avaient inventé les trottoirs et ils avaient inventé les passages pour piétons. Vous voyez des pierres ici, 1, 2 et 3, qui forment une espèce de petit chemin traversant la chaussée. C'est ouvert, vous voyez qu'il y a un sillon ici et un sillon à cet endroit-là, qui correspondent à la largeur des essieux des chars romains. Donc ce sont les roues qui passent là, dans ces sillons, et il y a une absence de pierre dans le passage pour piétons pour permettre aux roues de passer. Le passage pour piétons, il est là parce qu'en fait, vous savez comme moi que les Romains étaient tous, hommes et femmes, habillés de longues tenues, de longues robes, et il fallait évidemment ne pas salir ses vêtements en traversant tout simplement une chaussée. Les Romains ont aussi inventé, ou en tout cas réfléchi, au problème de drainage de la chaussée. Et donc vous voyez ici une schématisation d'un fossé qui permet de rabattre le niveau d'une nappe dans le sol. Évidemment, ce sont des dessins, j'ai envie de dire, peu scientifiques, mais on rencontre en tout cas l'idée du drainage. Hein. Le fossé qui est ici, il est un petit peu plus profond. Et donc, cette tranchée dans le sol aura pour effet de provoquer un rabattement de nappe si jamais il devait y avoir de l'eau dans le sol. Voilà. Voilà, ça ira mieux avec mon petit pointeur.
Quelques illustrations, donc la Via Appia, où on retrouve les pierres plates, on retrouve les bordures, on devine des trottoirs sur les côtés. Ici, on est à la sortie d'une grande ville, à la sortie de Rome, dans un site historique, bien sûr. Donc, on voit un petit peu les proportions des travaux que pouvaient réaliser les ouvriers et les ingénieurs romains. Cet autre dessin, c'est Pompéi. Et on retrouve à nouveau la chaussée qui a une qualité de surface nettement meilleure que la Via Appia. J'imagine que Pompéi doit être plus récent que la Via Appia, qui est une des premières routes romaines. Vous retrouvez les passages piétons avec les encoches pour les chariots. Vous retrouvez les bordures, vous retrouvez les trottoirs. Uderzo, dans son livre Astérix en Corse, avec beaucoup d'humour, a dessiné les Corses au travail, mais a surtout produit un dessin des routes romaines qui est assez fidèle à la réalité. On retrouve le fond de coffre qui est ici, on retrouve ce qu'on appelle un hérisson de pierre, donc ce sont des pierres posées plutôt dans le sens vertical et pas à plat, et puis on retrouve des cailloux de granulométrie différentes qui vont réaliser les empierrements sous les dalles de la chaussée. Évidemment, il manque un tas de détails sur ces chaussées. Sur la chaussée qui se trouve ici, vous retrouvez les milles, donc ce sont les pierres qui marquent les distances sur les voies romaines. Et tous les, je ne sais plus combien, tous les certains nombres de kilomètres, vous aviez des postes de repos, donc c'était les premières auberges pour chauffeurs routiers, si vous voulez. Vous aviez donc des aires de repos pour permettre les réparations des chars et pour permettre de changer de chevaux, que ce soit pour la poste, pour les coursiers qui allaient porter les nouvelles dans tous les endroits de l'Empire. Voilà, ça c'était plutôt une petite parenthèse, bien sûr. Au Moyen-Âge, on utilise des chevaux de trait plus forts et plus costauds que dans les époques romaines et autres, et donc et des chariots de plus en plus lourds, et donc on doit faire des routes de plus en plus solides. Et pour la petite histoire, la ville de Paris a été pavée, en tout cas le Paris de l'époque, a été pavée en 1184, donc au Xe siècle. Autant dire que les problèmes de circulation dans Paris ne sont pas récents. Le Moyen-Âge est aussi l'époque où on invente les péages. Les péages sur les ponts, les péages aux portes des villes. Vous payez pour entrer, vous payez pour sortir. C'est comme pour les parkings actuels. Donc on n'a pas inventé grand-chose. Ces péages, évidemment, permettaient aux villes de lever une espèce de taxe, une espèce d'impôt, et de faire entrer des finances dans les caisses de la ville pour développer la ville et développer d'autres travaux. Remarquez qu'entre les routes romaines et le Moyen-Âge, 1000 ans se sont écoulés à peu près, peut-être un peu moins, mais pendant ces 1000 ans, il ne s'est rien passé de neuf. Au contraire, les peuples de l'Empire romain ont plutôt détruit les routes pour aller récupérer les pierres, pour construire des forteresses contre les invasions, ce qu'on appelait les invasions barbares, les invasions vikings. Vous avez tous entendu parler des Goths et des Ostrogoths et autres peuplades belliqueuses comme ça. Et donc, pour se construire les premiers châteaux, les premiers remparts autour des villes, on a déconstruit pas mal de chaussées romaines. Si vous regardez la carte de la Belgique, et si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, vous avez peut-être entendu parler de la chaussée Brunehaut du nom d'une reine, qui partait d'une des villes du nord de la France, qui était Bavay, Cambrai, et puis qui se dirigeait vers l'Allemagne, donc vers le nord-est, si vous voulez, vers
Aix-la-Chapelle, ou qui se dirigeait encore plus au nord vers les Pays-Bas. Et j'ai oublié de préparer cette image. Si je ne l'oublie pas, je vous proposerai la fois prochaine. Vous retrouvez encore actuellement, quand vous regardez la carte de Belgique, vous retrouvez encore fréquemment des routes qui s'appellent chaussée Brunehaut et qui suivent le tracé de la route de l'époque romaine. Et c'est assez intéressant de voir que ce tracé est en ligne droite, de village en village ou de colline en colline. Souvent, les collines servaient de point de repère aux arpenteurs pour viser le sommet de la colline, un peu comme on fait maintenant avec un théodolite. On vise un sommet d'église, on vise un sommet d'un château d'eau pour se positionner sur le terrain. On fait de la triangulation ou lorsqu'on fait de l'implantation. Eh bien, les arpenteurs de l'époque faisaient la même chose en visant des points de repère comme cela. Et donc, c'est assez caractéristique de retrouver ces longs alignements de chaussées. Et tout d'un coup, lorsque vous arrivez près d'un village, l'alignement s'arrête. Soit vous traversez le village, soit vous le contournez et vous récupérez l'alignement historique quand vous êtes à la sortie du village, et ça vous permet de construire de suivre votre itinéraire comme ça. Voilà, au niveau des péages sur les ponts, si vous avez eu la chance d'aller à Venise, vous aurez vu qu'il y avait sur plusieurs ponts de Venise des constructions, des bâtiments qui, outre le fait de servir de magasins actuellement, ont servi dans le temps à installer donc les services fiscaux de l'époque moyenâgeuse. Hein. Un peu plus tard, donc, on a terminé l'époque romaine. Vous voyez que le Moyen-Âge, il n'y a rien, on n'en parle pas. Hein. Un peu plus tard, on passe au XVIIe siècle à la Révolution. Qui dit révolution sociale, technique, industrielle, et dit de nombreuses avancées dans le domaine des routes. Hein. Et donc, on va retrouver des évolutions de la chaussée romaine, et notamment des évolutions françaises développées par la France et des évolutions développées par les Anglais pour proposer des structures routières qui finalement se ressemblent assez fort, malgré qu'elles présentent certaines différences. Alors, je vais m'expliquer tout de suite avec différents schémas, hein, mais vous voyez qu'on est passé d'une circulation essentiellement piétonne avec les soldats romains à une circulation essentiellement en calèche, en diligence et autres attelages avec des chevaux qui sont les moyens de transport de l'époque. La route française, c'est la route dite de Trésaguet. Alors Trésaguet, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a inventé de faire un fond de coffre qui n'est plus plat, mais qui est pentu. Il n'est peut-être pas aussi courbe que représenté sur le schéma qui est là, mais en tout cas, il est pentu et il va permettre l'évacuation des eaux d'infiltration dans la chaussée. Il conserve la structure romaine dans le sens où il y a une granulométrie qui est différente en fonction de la profondeur à laquelle vous vous trouvez dans la chaussée. Et il a gardé l'idée également de soutien latéral pour empêcher donc la route de s'étaler vers le côté lorsque les charges lourdes vont circuler sur la surface supérieure de cette chaussée. Donc on retrouve du compactage, des graviers qui sont compactés en place, recouverts d'un empierrement. On retrouve un hérisson de grosse pierre ici en dessous en blanc. Et on a une granulométrie qui est décroissante, hein, les grosses pierres en dessous, le hérisson dont on parlait tout à l'heure, et les petites pierres au-dessus, qui sont censées combler les trous entre les moyennes pierres, et des moyennes pierres qui sont censées combler les trous entre les grosses pierres qui sont au fond. On a donc un empierrement, on a donc quelque chose qui draine correctement, qui ne dégage pas de nuages de poussière derrière la circulation.
mais qui, du fait de cette porosité, de ces vides qui permettent le drainage, du fait de cette porosité, vont être des routes qui vont être soumises à tassement. Et donc, si on passe avec des charges trop lourdes ou trop concentrées, on va, à un moment donné, provoquer un surcompactage des matériaux, et donc on va créer des ornières, si vous voulez, dans la surface de la chaussée. En Angleterre, c'est un certain Macadam, c'est un nom que vous connaissez bien, qui lui aussi a un peu les mêmes idées. Il va aussi faire un fond de coffre qui est bombé, il va aussi faire du multicouche avec des granulométries différents. Et il va penser, lui, à évacuer. Si on revient chez Tresaguet, vous voyez que l'évacuation, il n'y a pas d'évacuation latérale de l'eau. L'eau est censée s'infiltrer dans le sol. Vous allez me dire, c'est très bien, ça évite les inondations, ça rend l'eau à la nature, ça réalimente les nappes, c'est vrai. Mais si vous construisez votre route sur un sol qui est relativement étanche, relativement imperméable, comme un limon fin ou de l'argile, eh bien, vous pouvez très bien imaginer qu'à un moment donné, tout le corps de la chaussée ici va être saturé en eau. Et qui dit circulation sur des pierres dit pierres mises en mouvement. Et qui dit de l'eau entre les pierres dit hydrodémolition de la chaussée, dit usure des granulats constitutifs de la chaussée et dit à terme une dégradation de ces routes. Donc, Macadam, lui, s'est dit, ben moi, l'eau qui est là, je vais essayer de ne pas la garder, je vais essayer de l'évacuer. Alors déjà, si ça ruisselle au-dessus, je vais évacuer par des rigoles, mais je vais essayer de créer des drains latéraux pour évacuer les eaux souterraines. Donc. Alors, entre les deux, vous voyez, c'était ici fin du 18e, donc fin du 18e, on est dans les années 1700 et quelques. Macadam est un peu plus tardif que Tresaguet, et donc évidemment, il va pouvoir bénéficier d'une évolution technologique. L'évolution technologique, ce sont les machines à vapeur, les premières machines à vapeur et les premiers rouleaux compacteurs. Les premiers rouleaux compacteurs vont permettre donc d'avoir des surfaces de route qui sont plus lisses que celles qu'on avait précédemment. Ce qui est important à signaler, c'est que aussi bien chez Trezeguet que chez Macadam, il n'y a aucun liant dans la chaussée. Quand dans le langage commun, on dit d'une route grise que c'est une route en ciment et on dit d'une route noire que c'est une route en tarmac. Tarmac, c'est l'abréviation de tar macadam. Macadam, c'est l'empierrement. Tar, c'est le goudron. Donc un tar macadam contient un liant, le goudron. La route de macadam, la structure de macadam, elle n'en comporte pas. Donc c'est important parce que là, c'est le début des inventions de Macadam. Ce n'est que bien plus tard qu'il va penser à utiliser du liant, qui est à l'époque principalement du goudron de houille. On commence à creuser les mines, on commence à exploiter le charbon dans les mines, et on commence à produire du goudron issu de la houille. Actuellement, on utilise le bitume, qui est un produit de distillation du pétrole. Le goudron issu de la houille étant hautement cancérigène. Et donc, vous voyez que c'est quasiment 50 ans plus tard que l'on va inventer les routes avec du liant, qu'on va inventer les routes avec du tar macadam. Bien plus tard, 50 ans plus tard encore, à peu près, on va créer la première route en béton de ciment, cette fois-ci aux États-Unis.
Et donc, comme ça, on a à peu près fait le tour, hein, donc des époques préhistoriques, en passant par les époques romaines, en passant par les époques moyenâgeuses, Renaissance, Révolution industrielle, hein, etc. On en arrive aux routes modernes. Et le dessin, je trouve vraiment très bien fait, dans le sens où, entre la route moderne et la route d'il y a 150, 200 ans, la différence majeure, c'est l'étanchéification de la chaussée. Dans les routes modernes, on va venir mettre un revêtement mince quand il s'agit d'un revêtement noir qu'on appelle de l'enrobé hydrocarboné. Enrobé parce que ce sont des cailloux qui ont été enrobés d'un produit hydrocarboné, le bitume. D'accord? Donc le nom exact d'une route noire, c'est une route enrobé hydrocarboné, et comme on n'utilise que du bitume, on va parler d'enrobé bitumineux. Quand la route est grise, c'est qu'il s'agit d'une route en béton de ciment. Donc ça, c'est la différence, enfin, différence majeure, hein. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a les procédés d'exécution, il y a les procédés de calcul, il y a les contrôles, les essais qui sont venus se développer dans ce que j'ai appelé ici les temps modernes, hein. Mais c'est vraiment l'étanchéification de la chaussée qui est la pièce maîtresse pour augmenter la durabilité de la chaussée. Voilà, donc la route moderne, on retrouve un petit peu tout ce que je viens de dire, hein, les différentes couches constitutives de la chaussée. Et ici, vous avez en 4, hein, une couche de 3,5 cm de gravillon asphalté. Donc, qui assure l'étanchéité. Voilà. La naissance des autoroutes, à votre avis, les autoroutes, ça date de quand ? 1909. Ouais, ça, vous avez les slides devant vous, hein. Donc, effectivement, les premières autoroutes datent du début du siècle dernier. Essayez d'imaginer un petit peu la voiture que vos parents avaient quand ils ont appris à conduire. Essayez d'imaginer un petit peu les routes sur lesquelles ils circulaient lorsqu'ils ont passé leur permis de conduire. Et vous mesurerez l'écart, hein, vous mesurerez l'importance de l'évolution des routes en nombre de kilomètres, en nombre de mètres carrés de routes construites et donc en emprise sur le terrain et en termes de véhicules qui roulent sur ces routes. On a vraiment une croissance, j'ai envie de dire, pire qu'exponentielle pour représenter donc l'évolution du trafic et l'évolution du réseau routier en termes de kilomètres ou de kilomètres carrés. Alors, les premières autoroutes, effectivement, 1909, les Allemands ont construit une route d'essai. L'Allemagne, à l'époque, pays avec une forte industrie, pays avec une croissance économique importante. Il fallait absolument... l'idée à l'époque était d'exporter sa production, et donc il fallait aller vite et loin en toute sécurité. Et c'est pour cela donc qu'ils ont été parmi les premiers à faire des tronçons d'autoroute. Un peu plus tard, mais quasiment à la même époque, aux USA, est créée une première route sans croisement. En Italie, une première autoroute qui relie Milan à la région des lacs. Les Milanais qui vivent dans une grande ville, dans le nord de l'Italie, pays quand même chaud l'été, la bourgeoisie a envie d'aller se détendre dans la montagne et dans les lacs qui sont au nord de Milan, hein, lac de Garde, lac de Côme. Vous avez déjà certainement entendu ces noms-là. Voilà ce qui a été l'élément moteur pour créer les premières autoroutes dans le nord de l'Italie.
1933 en Allemagne, période noire. Vous savez qui est à la tête ou qui va être à la tête de l'Allemagne dans les années qui viennent. 4000 kilomètres d'autoroutes sont planifiés à des fins économiques, j'en suis pas sûr, à des fins militaires, j'en suis sûr. D'accord? C'est à cette époque-là, qu'on va avoir les premières autoroutes de béton. C'est à cette époque-là qu'on va avoir les premières Volkswagen, hein, les premières coccinelles, pour satisfaire donc les besoins militaires et pour satisfaire les besoins de la population ou les envies de la population. Ensuite, il y a un trou de presque 30 ans et on se retrouve en Belgique 10 ans après-guerre où on construit la première autoroute belge qui relie Bruxelles à Ostende. Tiens, à nouveau, c'est pour permettre de rejoindre la côte. Hein. Vous savez que les premiers congés payés qui ont été accordés aux travailleurs datent des années 30. Années 30, puis la guerre, et puis l'après-guerre. On a reconstruit pendant une dizaine d'années, on a réparé les dommages de guerre et on construit donc les autoroutes une dizaine d'années après cette fameuse guerre, en reliant la capitale à la côte. Alors, 2 chevaux, l'histoire de la 2 chevaux, eh bien, c'est une petite anecdote qui est assez connue dans le domaine de la route. Il faut savoir que cette autoroute Bruxelles-Ostende a été construite en plaques de béton. Des routes en plaques de béton, vous n'en voyez plus beaucoup actuellement. Souvent, le béton maintenant est posé de manière continue. Il n'y a plus de joints. Il y a une fissuration, mais qui est calculée, qui est maîtrisée. Là, à l'époque, l'autoroute est construite en dalles juxtaposées, et ce sont des dalles de 10-12 mètres de long, de la largeur d'une bande de circulation, et elles sont souvent construites en quinconce, hein, pour permettre d'avancer sur le chantier sans être obligé de circuler sur le béton que l'on vient de poser. Et donc, tous les 10, 12, 15 mètres, il y a un joint qui est rempli avec du goudron ou du bitume à l'époque. Et ces joints font un claquement caractéristique quand vous roulez sur ces vieilles routes en dalles de béton. Un claquement caractéristique, et ont tendance à faire, entre guillemets, rebondir la voiture sur la chaussée. Pour ceux qui connaissent particulièrement les 2 chevaux, vous savez qu'il est très difficile de les renverser, qu'elles bénéficient d'une suspension incroyable. Hein, ça se penche, ça se tord, ça bondit, mais c'est très difficile de les faire quitter la route. Si vous avez vu les films avec De Funès et la religieuse qui conduit la voiture, vous voyez de quoi je parle. Hein. Donc très difficile de faire quitter la route à une 2 chevaux. Eh bien, les joints dont je viens de parler, les dalles dont je viens de parler, avaient une longueur telle qu'elle parvenait à mettre la 2 chevaux, si vous voulez, en résonance, façon de parler, hein, et donc à accroître les rebonds de la 2 chevaux qui finissaient finalement dans le décor. Et donc, ces autoroutes étaient assez embêtantes pour ces véhicules-là. Enfin, voilà pour la petite anecdote. En 2002, donc 60 ans après la guerre, on a en Belgique 1729 km d'autoroutes. Ce chiffre n'a quasiment pas changé actuellement. La quasi-totalité des tronçons d'autoroutes était faite pour les années 2000. Et le programme des autoroutes en Belgique, donc, vous voyez, a commencé en 1956. Donc 50 ans à peu près pour le réseau d'autoroutes belge tel qu'on le connaît actuellement. Quelques chiffres. Donc, vous voyez qu'il y a des routes qui appartiennent à différentes entités administratives du pays. Il y a les provinces, il y a les régions, il y a les communes. Et avant, il y avait le fédéral, mais le fédéral ne s'occupe plus des routes.
Donc, on va retrouver les provinces, les régions et les communes. Et vous voyez qu'au total, il y a grosso modo 150 000 km de routes en Belgique, répartis à peu près à part égale entre la Wallonie et la Flandre. Et pourtant, si vous regardez une carte, on a l'impression que le réseau est beaucoup plus dense en région flamande qu'en région wallonne. Et ce n'est pas qu'une impression. La superficie de la Wallonie est plus grande, notamment grâce aux forêts ardennaises, mais la densité des routes est plus forte en région flamande pour un kilométrage à peu près équivalent. On peut quand même remarquer encore que dans les 150 000 km de voirie, il y a encore 30 000 km de routes qui ne sont pas encore revêtues, qui sont toujours à l'état de pavé ou à l'état d'empierrement. Donc le réseau belge, c'est une densité de voirie de 4,9 km de route par kilomètre carré de terrain belge. C'est un des réseaux les plus denses au monde, je crois qu'on est les troisièmes. Derrière, je ne sais plus si c'est Taïwan, je crois. Ce qui fait que si vous faites une activité avec vos scouts, que vous les droppez dans la nature et que vous leur demandez de rejoindre l'endroit de camp par leurs propres moyens, bah, s'ils marchent en ligne droite, ils marcheront au maximum 15 km pour trouver une route. Après, s'ils sont dans la mauvaise direction, c'est leur problème. Hein. D'un point de vue économique, on pourrait dire aussi que chaque Belge est propriétaire d'environ 1,50 m de route. Hein. 150 000 km de voirie divisé par la population belge, vous êtes propriétaire d'1,50 m de route. Ça représente un investissement annuel ordinaire de 200 millions en région wallonne, auquel s'ajoutent des plans triennaux et quinquennaux, donc des plans qui s'étalent sur 3 ou 5 ans, avec principalement des reconstructions ou de grosses réparations de voiries existantes. Hein, on ne crée plus beaucoup de nouvelles grandes routes, on crée des zonings, on crée des voiries de liaison entre des communes ou des choses comme ça, mais des voies à quatre bandes, des autoroutes, c'est quand même très rare. Donc, de gros investissements quand même de la part de la région wallonne chaque année. Et malgré toutes ces bonnes nouvelles, ça n'empêche pas d'avoir des bouchons tous les matins. Bien que ces derniers mois, ça va un peu mieux au niveau des bouchons. Voilà, alors pour terminer sur une autre note d'humour, voilà un panneau. Voilà, et voilà. Un panneau que l'on peut rencontrer le long de nos chaussées. Alors, voilà pour la fin de l'introduction. Ça, je ferme. Voilà, vous devriez voir à nouveau mon écran avec les slides. Donc, on va passer maintenant à une partie suivante que j'ai appelée terminologie. Hein, donc, c'est un petit peu de décrire un peu plus en profondeur certains points liés aux chaussées. Donc, comment est-ce qu'on définit une route? Donc, vous voyez dans le petit dessin schématique à côté que ça peut être très complexe, hein, quand vous avez des routes à des niveaux différents, avec des ponts, avec un chemin de fer au-dessus, une route en dessous, un canal en dessous de la route, ou au-dessus, pourquoi pas, hein, du côté
du côté de la Louvière, là, des ascenseurs de Strépy. Donc, la représentation peut être assez compliquée. Et donc, on a déjà évoqué tout à l'heure différents modes de représentation, ou en tout cas différents types de plans. Hein. Généralement, on se préoccupe d'implanter l'axe de la route, et quand les plans du tracé en plan, du tracé en élévation et des tracés en travers seront faits, on s'intéressera à dessiner sur les différents plans ce qui se passe à gauche et à droite de l'axe de la chaussée. Et donc, premier plan, c'est le tracé en plan. Tracé en plan, c'est une courbe plane. La route est une courbe plane. Elle est courbe parce qu'elle n'est pas tout le temps droite, et elle est plane parce que le terrain n'est pas tout le temps horizontal. Et donc, cette route, on va la projeter, hein, en tout cas projeter l'axe de la chaussée sur le plan horizontal, et c'est ce qui nous donnera le tracé en plan de notre itinéraire, de notre route. Hein. Et donc, comme je disais déjà tout à l'heure, une succession d'alignements droits reliés par des courbes dont les rayons et les longueurs de ces courbes sont en fonction principalement de la vitesse des véhicules et de la topographie. Alors, on détaillera des formules pour déterminer les rayons et les longueurs des courbes, mais on constatera que les paramètres essentiels dans ces formules sont la vitesse et la topographie. On peut se donner une image assez simple. Vous roulez à la mer, le terrain est tout plat, vous pouvez faire des grandes courbes et rouler vite. Vous roulez dans les Ardennes, le terrain n'est plus du tout plat. Il n'est pas question de faire des petites routes de montagne. On se comprend, hein, de vallées sur lesquelles on pourra rouler très très vite. Ce ne sera pas possible parce que vous serez limité en valeur de rayon, et donc par le terrain. Et donc, limité en valeur de rayon voudra dire que je devrais limiter la vitesse sur ces tronçons-là. Alors, ordre de grandeur d'un rayon en plaine, donc pour une route construite entre Ostende et Namur, je dirais, hein, rayon des courbes, environ 500 mètres. Après, ça dépend de la topographie. Et on peut être, comme je viens de le dire, donc obligé de mettre des rayons plus petits que ça, et donc de ralentir les véhicules en fonction de la topographie. Comment faire pour trouver son itinéraire? Eh bien, d'une manière schématique, un tracé en plan va vous conduire d'un point A, début d'itinéraire, à un point B, fin d'itinéraire, par le chemin le plus court. Problème, le chemin le plus court, vous allez toujours, surtout chez nous, hein, on n'est pas au milieu de l'Australie ou au milieu du désert californien, vous allez chez nous toujours rencontrer des obstacles. Ce sera la propriété de monsieur le baron machin chouette qu'on n'expropriera pas, ce sera un lac au-dessus duquel vous n'avez pas envie de construire un pont, ce sera des villages, des immeubles, ce sera une voie de chemin de fer, ce sera plein de choses qui vont vous empêcher de tracer une ligne droite entre votre point d'arrivée et votre point de départ, ou le point de départ et le point d'arrivée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éviter ces obstacles en disant, ben moi, je vais tracer d'abord une succession d'alignements droits. Voilà. Je sais que je dois aller à droite, là, au nord-est, vers le point B, mais je vais d'abord aller un petit peu plus vers le nord pour éviter le patelin qui est là. Je ne vais pas aller vers le nord indéfiniment. Hein. Une fois que je l'aurai dépassé, cet obstacle, ce village, je vais redescendre ou je vais me rediriger vers le point B. Alors, on aurait très bien pu, depuis le PI, point d'intersection, qui est ici, on aurait très bien pu dire je trace la route directement vers le point B, bien sûr. Hein, mais on peut aussi dire je trace ma route en suivant cet alignement-ci, et puis je vais à nouveau changer d'alignement pour rejoindre le point B, si jamais là, il y avait eu quelque chose qui m'empêchait de tracer une ligne droite entre ce point-là et le point B. Ça va?
Ça veut dire que des solutions de tracé, il y en a une infinité. En tout cas, il y en a un très grand nombre. Et donc, la première étape est de prendre une carte topographique du terrain, de prendre sa latte et de dessiner des alignements en dents de scie qui vont éviter l'ensemble des obstacles que l'on risque de rencontrer sur le terrain si on trace la ligne la plus droite possible. Alors, l'implantation de cette succession d'alignements droits sur le terrain, c'est quelque chose de très facile. Hein. Transmission des gisements, ça vous dit quelque chose. Polygonale ouverte, ça vous dit quelque chose. Hein. Donc, si vous avez déterminé la direction du nord-carto, vous pouvez sans problème calculer cet angle-ci et le reporter sur le terrain. Vous stationnez ici, vous déterminez le gisement de cet alignement-ci, donc cette valeur d'angle ici, vous implantez l'angle, vous visez, etc., etc. Donc cette technique n'est pas compliquée à reproduire sur le terrain si on dispose d'un bon géomètre, diplômé de l'ECAM bien sûr, et d'un géomètre qui dispose du matériel adéquat. Une fois qu'on a implanté la polygonale, il ne reste qu'à implanter les raccordements circulaires. On commence par calculer un cercle tangent et tangent aux deux branches de la polygonale, de la succession d'alignements droits, et puis on vérifie si, lorsqu'on passe de l'alignement droit au raccordement circulaire tangent-tangent à ces deux droites, on vérifie si les conditions de confort et de sécurité sont vérifiées. Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous quittez l'alignement droit, vous devez donner une impulsion à votre volant. Vous devez tourner votre volant pour vous inscrire dans la courbe circulaire. Le fait de tourner votre volant est un mouvement quasiment instantané que vous faites tout à fait naturellement en étant conducteur. Hein. D'ailleurs, en étant conducteur, qu'est-ce que vous faites pour prendre une courbe, pour vous mettre en sécurité? Eh bien, ici, vous allez essayer de vous déporter un peu sur votre gauche et vous allez essayer de passer le plus à droite, ici, au niveau de la bisectrice de l'angle. Hein. C'est le point de corde, comme on appelle. Il suffit de regarder les pilotes sur le circuit et vous aurez tout de suite compris qu'est-ce que ça veut dire se déporter avant le virage et couper le virage au centre du raccordement circulaire et puis revenir à un point tranchant. D'accord ? Donc, on va vérifier donc, si la courbe circulaire suffit ou si on doit, au début de la courbe circulaire et à la fin, parce que la route se parcourt dans les deux sens, bien sûr. Donc, ce qui peut être nécessaire pour une voiture qui va de A vers B, le raccordement progressif qui est ici, peut l'être également, ou pas, pour un véhicule qui circule de B vers le point A. Donc, on va vérifier si on a besoin de ce raccordement progressif, qui est un raccordement de type courbe spirale, donc un raccordement à rayon variable. Chaque fois que vous progressez dans le virage, dans le début du virage, le rayon change, hein, le rayon diminue. On part d'une valeur infinie ici au point de tangence à une valeur finie égale à la courbe, au rayon de la courbe circulaire, à la sortie de cette portion de spirale. Si vous avez votre permis, vous verrez, enfin, vous essayerez ça, dans les échangeurs d'autoroute, quand vous changez d'autoroute, bien souvent, là la vitesse est élevée, et donc vitesse élevée, quand vous sortez de l'alignement droit et que vous attaquez le raccordement circulaire, la force centrifuge est importante. Donc pour éviter d'avoir une variation trop brutale de cette force centrifuge, c'est là que vous allez trouver des raccordements circulaires. Hein? Eh bien, faites l'expérience, concentrez-vous sur le geste de vos mains quand vous prenez ce genre
ce genre de carrefour, je veux dire, hein, ce genre de croisement, vous allez voir que quand vous quittez l'alignement droit, hein, vous tournez lentement votre volant, et puis au fur et à mesure, vous sentez que vous le tournez de plus en plus, tout en ralentissant dans la courbe. Si vous gardiez la même vitesse, vous serait plus difficile de continuer à tourner votre volant en conduisant donc à la même vitesse. Et c'est donc la combinaison du fait qu'on ralentit un peu en virage et que le rayon est variable qui vous permet de circuler sans inconvénient dans les courbes entre deux alignements. Donc faites l'expérience. Pour ceux qui connaissent, vous prenez la E19 en venant de Nivelles et vous descendez à Halle. Donc, vous passez le viaduc de Wautier-Braine, vous passez le parking de Halle et vous sortez à cette sortie-là. Eh bien, enfin, personnellement, c'est une des clotoïdes les plus sensibles que je connaisse. Oui, j'ai dit clotoïde, pardon, c'est un autre nom pour dire la courbe spirale. Hein, là, si vous prenez cette sortie d'autoroute-là, c'est flagrant. Vous allez vraiment sentir ce mouvement que vous donnez à votre volant. Vous ne tournez pas votre volant d'un certain angle et puis basta, on attend que le virage soit fini. Non, vous tournez progressivement votre volant dans le raccordement. Oui. Généralement, les joints musculaires ainsi, la route est inclinée, non? Le fait que la route soit inclinée permet de passer encore plus vite dans le virage. Donc, si on imagine que la route est toute plate, il y a deux éléments qui vont sécuriser le virage. Un, la courbe à rayon variable, et deux, le dévers, la pente transversale de votre chaussée. Ok, c'est le dévers, alors. Pardon? Le terme dévers que vous avez utilisé, c'est ça? Oui, c'est ça, le dévers ou pente transversale de la chaussée. Ce sont les deux facteurs sur lesquels on peut jouer pour pouvoir circuler plus vite dans un virage. Ok, je vois. D'accord. C'est la force centrifuge aussi, non? Ben, la force centrifuge, c'est l'élément sollicitant. C'est ce qui aura tendance à vous projeter en dehors du virage. Et donc, pour lutter contre cette force, vous avez les deux outils dont on vient de parler, le dévers et la courbe à variation de rayon, la spirale. D'accord? Alors, du point de vue technique, plus pour le géomètre, hein, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, vous avez le gisement qui est donné ici, et puis vous allez calculer ce qu'on appelle l'angle de déviation entre deux alignements droits successifs, et ce delta 1 ici rajouté à l'angle gamma de 60 degrés qui était le gisement ici en A, va vous donner le gisement de la deuxième droite, etc., etc. Et vous allez comme ça pouvoir calculer l'implantation de votre chaussée. Je disais tout à l'heure aussi qu'il y avait plusieurs itinéraires possibles. Voici une autre représentation, une autre situation avec des zones habitées, avec un chemin de fer, avec une rivière, et on doit créer une route qui rejoint les points A et les points B. Vous voyez qu'il y a 3 tracés alternatifs qui sont proposés, mais ils couvrent tous au moins une fois la rivière et le chemin de fer, et ils évitent tous les zones habitées sur ce plan. Comment choisir Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tiens, pourquoi est-ce que la grille est partie? Qu'est-ce que j'ai fait?
Bref, comment choisir le tracé le plus approprié lorsqu'on a plusieurs tracés possibles? On va donc dessiner une grille sur le plan, sur les plans, une grille avec des mailles d'environ 100 mètres sur 100 mètres. C'est variable, hein, suivant le site où vous êtes et suivant le nombre d'éléments qu'il y aura à observer dans le site en question. Donc une grille avec des mailles d'environ 100 mètres sur 100 mètres. Et on va se donner toute une série de critères. Il y en a une trentaine qui sont utilisés en région wallonne. Donc, on va se donner toute une série de critères, comme par exemple la qualité du terrain, la nuisance sonore sur le voisinage, est-ce qu'on traverse des terrains d'intérêt Natura 2000, zone ornithologique, enfin, toute une série de choses de ce genre, hein, pour constituer finalement des grilles multicritères. Et donc, dans ces grilles, ah ben voilà, elle est revenue. Dans chacune de ces cases, on va attribuer un score. On va dire pour tel critère, par exemple, l'intérêt Natura 2000 de tous ces terrains traversés, on va attribuer un score en disant, par exemple, le score 1, c'est très bon pour ce critère, je peux construire ma route à cet endroit-là. En zone 5, c'est très mauvais, je suis vraiment en plein dans la zone de nidification des oiseaux, en plein dans les marais, en plein dans une zone tourbière, enfin en pleine zone inappropriée. Et donc, je mettrai un critère 5, voire j'exclus absolument, j'interdis de passer à cet endroit-là parce qu'il y a un élément parmi mes critères, un élément auquel je ne peux pas déroger. D'accord ? Et donc, quand on fait ce travail pour une série importante de critères, on finit par avoir une somme de scores dans chacune des cases et on finit par avoir des zones de couleurs dans le paysage, hein, dans l'environnement dans lequel on va travailler. Par exemple, ici, ben, vous voyez que pour les zones d'habitat, j'ai dit que c'était exclu, il est hors de question d'exproprier des quartiers entiers ou des villages entiers. Donc, interdiction formelle de passer dans ces cases coloriées en rouge pâle. Hein, ça va ? Pour un autre critère, j'aurai d'autres zones colorées avec d'autres couleurs. Dans chacune des cases, je fais la somme des scores que j'aurai attribués à chacun de mes critères ici. Et donc, j'aurai des cases où la somme sera minimale et des cases où la somme sera maximale. Eh bien, je vais pouvoir redessiner au final les cases où la somme sera minimale, je vais les redessiner en vert, enfin suivant la même échelle de couleur que ce que j'ai ici. Hein, et puis j'aurai des zones un peu moins bonnes, dessinées en orange. Par exemple, ici, je suis obligé de construire un pont à cet endroit-là. Là, probablement, j'aurais dû aussi dessiner en jaune parce qu'il y avait un ouvrage d'art à construire au-dessus de l'eau. Et peut-être encore plus difficile au-dessus de l'eau que là au-dessus du chemin de fer. Enfin, voilà. Vous allez donc voir différents tracés colorés apparaître sur votre grille multicritère. Et après, vous n'aurez qu'à essayer de faire un tracé, je dirais un premier tracé à main levée, hein, donc un avant-projet, si vous voulez, sur votre grille, ou en tout cas sur le plan sur lequel vous êtes occupé de travailler, et puis dessiner votre polygonale, et puis, bien sûr, aller sur le terrain, faire de nombreux allers-retours sur le terrain, pour faire les implantations sur le terrain, pour vérifier que ce que vous aviez sur vos grilles, sur vos cartes, correspond à la réalité du terrain, parce que peut-être que depuis l'année où on a dessiné les cartes que vous utilisez, peut-être qu'on est venu construire un village ici dans le méandre de la rivière et qu'il est hors de question de passer là, et que tout votre travail n'est pas bon, qu'il faut le revoir, ça va. Donc il y aura beaucoup d'années de retour de terrain pour finalement
choisir le couloir dans lequel le tracé va pouvoir se faire. Ça, c'est quand on fait des nouveaux itinéraires en site propre d'une certaine importance, d'une certaine longueur. Si vous refaites un petit morceau de route au centre d'un village, vous n'allez pas faire ce genre de travail qui est quand même très long, très fastidieux. Vous allez suivre les routes existantes et rebâtir dessus. Hein. D'accord ? Et donc voilà, voilà une des manières d'initialiser un nouveau tracé d'une voirie donc en site propre. Et donc le plan terrier, vous allez retrouver sur la projection orthogonale de l'axe de la chaussée, vous allez retrouver à la fin du plan l'axe, les annexes, donc WC, voie de circulation, le tracé des égouts, le tracé des fossés, le tracé des talus, en respectant les pentes évidemment. Et vous allez travailler sur un fond de plan qui est soit un levé topographique de terrain que vous aurez effectué ou que vos géomètres auront effectué, ou alors, ce qui est plus souvent le cas, sur une carte d'état-major. Et ce premier plan de la chaussée constituera en fait une espèce de photo aérienne de votre projet. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Le slide suivant parle d'un autre plan et il est 15h59. Donc, pour une fois, je ne vais pas déborder et je m'arrête à un endroit qui m'arrange bien pour la fois prochaine. Est-ce qu'il y a des questions sur la définition du plan terrier ou sur la construction du plan terrier? Il y a une question dans la discussion, si jamais. Ah, attends, je n'ai pas... J'ai mon PowerPoint qui masque le chat. Ouais, je voyais un message qui... Pouvez-vous mettre sur Claco les slides un par un pour qu'on puisse en mettre 4 sur une même feuille lorsqu'on imprime? C'est déjà fait en fait. Quand vous imprimez, il suffit de demander à votre imprimante d'imprimer 2 pages par feuille et vous aurez 4 slides sur la page. Ou est-ce que ça ne convient pas? Je veux dire par là, c'est si on fait cette technique-là, on perd beaucoup d'espace avec les bords de page que vous avez mis en 2 par 2. Je pense que c'est ça qui veut... D'accord, mais les bords de page, quand on imprime en PowerPoint, c'est pas nous qui décidons, c'est lui. Hein. Et Ouais. donc, vous préférez que je mette les slides un par un et que j'occupe le maximum de la surface de la feuille A4? C'est ça? Oui, c'est ça. Comme ça, nous, on peut imprimer avec notre logiciel, notre application et c'est mieux en fait. Et vous pouvez comme ça diminuer les marges et maximiser la taille des slides, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. On les a un par un et comme ça, c'est... Ok. Ça va. Je ne vais pas le faire maintenant parce que, comme je vous ai dit, j'ai une autre réunion qui doit débuter tout de suite là. Il faudra peut-être me le rappeler. Hein. Mais je n'ai aucun souci à vous donner les slides comme ça. Vous voulez qu'on vous envoie un email pour rappel? Tu sais, l'email, une fois qu'il est sorti de l'écran, j'ai oublié qu'il était là. Hein. Vous savez le nombre de mails qu'on reçoit par jour. Non, je vais me faire un petit mémo. Et monsieur, en parlant des slides, est-ce que pour les derniers chapitres, vous pourriez mettre les slides avec un fond blanc? Parce que j'ai vu que c'était beaucoup avec des fonds à plat de couleur. En tout cas, ouais, je sais. si c'est possible. Hein. Mais oui, je veux dire, je peux le faire. Est-ce que je sais le faire? Ça, c'est autre chose.
Ouais, sinon, il n'y a pas de souci. C'est juste pour niveau cartouche d'encre, mais c'est pas... Oui, j'ai bien compris. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce sont des mises en page de slides qui ont été faites sur une plus ancienne version de PowerPoint. Et quand je les enlève, je perds une partie des slides. Donc, il faudrait que je refasse les slides. Donc, je veux bien essayer dans la mesure du possible, mais il y a peut-être des chapitres où je ne saurais pas le faire. Oui, il n'y a pas de souci, y a pas de souci, c'est gentil. Voilà. J'aime autant prévenir avant de me faire gronder, quoi. Ça va, c'est gentil, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Eh bien. Donc, on se retrouve vendredi, fin de matinée, si je ne me trompe pas. On continuera donc toute cette partie de tracé. Voilà. Bonne fin de journée. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.